Bonjour, bienvenue dans cet univers alchimique et dans cette émission Destins alchimiques qui est une opportunité de partager que nos épreuves, nos blessures peuvent être un véritable tremplin vers notre destinée, notre valeur ajoutée au monde. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie Lydia, chamane, Lydia, femme bison tonnerre. C'est exceptionnel d'avoir Lydia en live avec nous. Donc, Lydia, je vais te poser cette question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de partager au monde? Quelles sont tes quêtes vibrantes pour toi et puis pour la planète, pour les autres? Ok, ben, bonjour Charlotte, merci de m'accueillir, c'est un grand honneur. Bonjour à tous. Euh, Bien, ce qui m'anime dans la vie, je dirais que c'est vraiment de pouvoir soutenir des personnes qui se sentent décalées avec le monde d'aujourd'hui ou le monde qu'ils ont connu dans leur enfance, qui ressentent qu'il y a d'autres choses, d'autres dimensions, d'autres part d'eux-mêmes à explorer et qui se retrouvent un peu coincés dans un système qui projette euh, des- sur eux des personnalités, des choses qui ne sont pas en accord avec ce qui peut vibrer dans leur cœur, puisque c'est vraiment mon chemin personnel, c'est vraiment ce que j'ai vécu toute ma vie, de me sentir une extraterrestre dans un monde, dans un système qui me paraissait complètement dysfonctionnel et de me sentir complètement anormale à cause de ça et d'en souffrir et de me rendre compte au fil du temps que j'étais pas du tout la seule. Et aujourd'hui, après avoir pu transcender bon nombre d'épreuves et d'accueillir la personne que j'étais réellement, et de pouvoir complètement l'assumer au point d'en avoir fait mon chemin de vie, d'être vraiment, de pouvoir aujourd'hui dire oui, mais je sais qui je suis, en grande partie, on va dire. Il y a toujours des zones explorer et de nouvelles choses à découvrir en soi. Mais en tout cas, de pouvoir maintenant être moi-même, faire ce que j'aime et en vivre, ce qui est aussi Hmm. formidable. Ne pas être, même si on reste toujours un peu en marge hein, des marginaux quand on est dans ce genre de parcours de femme médecine, on, on est à une époque où c'est de plus en plus reconnu, on va dire. Donc j'ai aussi la chance d'être née à la bonne époque, en tout cas dans cette vie-ci. Et, et de pouvoir guider d'autres personnes à rencontrer leur propre médecine personnelle, à rencontrer leur magie intérieure. Parce que c'est vraiment la magie qui m'anime aussi, la magie de la vie, la magie de la nature et la magie que chacun porte en soi. Et d'être un guide, un soutien et de pouvoir aider ces personnes à révéler leurs propres capacités alchimiques et de soutien aussi pour les autres autour d'eux. Hmm. J'entends déjà des mots-clés hein, et une énergie qui se dégage de ce que tu dis. Je te le dis à travers mon prisme, hein, ce qui t'intéresse, c'est des personnes qui sont en décalage, soit par rapport à eux-mêmes, soit par rapport à un monde qui ne leur correspond pas, de retrouver leur véritable nature, hein, de ne pas être en décalage par rapport justement, voilà, et grâce peut-être à quelque chose qui s'apparente à de la magie dans le sens vraiment très noble du terme. Je vais juste le résumer par rapport à ce que j'ai ressenti que tu m'as évoqué. Aujourd'hui, concrètement, comment tu le fais? Comment, dans ta vie de tous les jours, comment tu accompagnes ces personnes? Donc moi je me considère comme une femme médecine. Bon, on dit le mot chaman, j'ai des fois un petit peu de mal avec le mot chaman puisque c'est un mot qui est un peu utilisé maintenant. Tout le monde parle de chamanisme, alors que le chamanisme c'est quelque chose de très archaïque qui représente vraiment cette personne qui, dans la tribu indigène, fait le lien entre le monde vivant et le monde des esprits, et qui est le prêtre, la prêtresse, le docteur, le conseiller, parfois même
celui qui va se sacrifier pour la communauté. Donc il y a une notion quand même de sacrifice très puissante dans dans le chamanisme. Et aujourd'hui, c'est un peu, oh, on fait du chamanisme, il n'y a plus du tout ça. On agite les plumes et bon, après, bon, c'est aussi l'air du temps qui veut ça. Donc oui, je peux me considérer comme une chamane un peu dans le sens primitif du terme, puisque je considère que on ne peut pas vraiment accéder à ces mondes là sans faire des sacrifices personnels, sans traverser des épreuves très difficiles. Donc ça demande beaucoup de courage, de prendre en charge les maux de la communauté, on va dire. Donc même si on vit plus en tribu, le chaman prend sur lui une grande partie des mots aussi pour les transmuter. Donc je me vois vraiment comme une transmutatrice d'ombre, on va dire, d'ombre en lumière. J'ai appris à naviguer dans ce qu'on appelle l'inframonde, dans les zones d'ombre, pour les miennes d'abord, et puis aussi celles des autres, pour pouvoir y ramener des trésors cachés. Et donc voilà, c'est ce qui me caractérise le plus, c'est de cette capacité à utiliser mon corps comme véhicule aussi pour transmuter les ombres, ce qui est parfois effectivement très difficile, qui est dangereux aussi. C'est une démarche dangereuse, c'est pas quelque chose qui est simple et D'où donc qui cette demande. notion de sacrifice, mais dans le sens noble, hein, où tu sacrifies ta personne pour transmuter ses ombres, vraiment le sens noble, hein, du Puis sacrifice. sacrifice en latin, hein, c'est faire le sacré, hein. Ouais. C'est l'étymologie. Donc oui, vraiment de se connecter à cette dimension sacrée et surtout ne pas voilà, considérer l'ombre. On en a déjà parlé ensemble d'ailleurs, comme la clé de la transmutation en pure beauté. Hmm. Oui, on peut rappeler que nous proposons régulièrement une émission qui s'appelle Les Athanors, hein, des pépites, des partages de pépites alchimiques et chamaniques, hein, pour la transmutation des ombres en lumière, hein. C'est un thème commun qu'on a toutes les deux. Alors, tu as récemment écrit l'oracle de la déesse mère. Qu'est-ce que tu as voulu partager à travers cet oracle? Qu'est-ce qui t'a animé en faisant ça et en le partageant à d'autres? Donc déjà, je dirais, j'ai coécrit l'oracle de la déesse mère avec la déesse mère, parce qu'une grande partie de l'oracle a été vraiment canalisée, notamment les textes qui correspondent à chaque archétype. Donc là, je l'ai ici, hein, je vous montre l'oracle de la déesse mère. Et je savais que cet oracle allait venir à partir du moment où j'ai commencé ma quête de Siba, donc qui est ce que j'appelle un terma, ce qui est le terme tibétain pour dire trésor ésotérique, qui est une technique, on va dire, une technologie ancestrale que j'ai dû recouvrer dans cette vie-ci pendant plusieurs années en voyageant partout dans le monde, recouvrer cette information qui prend corps dans des cristaux, dans un système à base de cristaux encodés, donc de toute cette information que j'ai cherchée un peu partout, où j'ai été guidée. Et, euh, et je savais que dans Siba, il y a plusieurs éléments dans Siba, et je savais qu'il y aurait un oracle. Et quand j'ai vraiment senti le signal, c'était déjà, j'ai mis plusieurs années à travailler là-dessus, puisque je fais beaucoup d'autres choses à côté. Et quand j'ai reçu le signal, je me suis vraiment mise en isolement, en connexion, et là j'ai commencé à recevoir 21 archétypes que j'appelle les archétypes gaïens, des archétypes mineurs et des archétypes majeurs. Donc vraiment sous instruction de la déesse Gaïa. Qu'est-ce que tu J'ai appelles excuse-moi de te couper, qu'est-ce que tu appelles un archétype, toi, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce concept? Donc pour moi, un archétype, c'est une, on va dire une qualité, une part que l'on doit intégrer ou réintégrer et qui a été perdue ou abîmée au fil du temps. On parle souvent, l'archétype du guerrier, l'archétype
de, de la mer, l'archétype. Enfin, ce sont des parts de nous qu'on a besoin d'intégrer, qu'on a besoin de réparer si elles ont été abîmées. Et donc les archétypes gaïens, là les archétypes mineurs sont assez simples, comme effectivement le justicier, le détective, le pirate au grand cœur qui va retrouver les trésors cachés. Donc toutes ces qualités qui sont en nous, et les archétypes majeurs dans cet oracle-là, précisément, sont plus des divinités de différentes traditions, masculines ou féminines. Donc on retrouve aussi toujours les polarités yang et yin, toujours l'union des deux polarités, qui est la finalité de tout ça, la guérison de l'enfant intérieur, l'union des deux polarités et l'harmonie. Donc les archétypes gaïens qui sont là pour permettre aux guerriers guérisseurs, alors là on va dire que c'est l'éthique gaïenne pour que chacun puisse retrouver le guerrier guérisseur en lui, puisqu'on peut être guerrier, mais si on ne guérit pas si on a un guerrier blessé, Mm. on n'a pas faire grand-chose. Donc la notion de guérison est toujours très importante, bien sûr, guérir ses blessures pour pouvoir devenir l'enfant rêvé de Gaïa, on va dire. Donc, en fait, si je comprends bien, ce qui te tient à cœur à travers cet oracle, hein, c'est que les personnes qui l'utilisent, c'est dans une perspective d'auto-guérison avec des messages télé-canalisés, téléchargés, j'avais envie de dire, depuis l'esprit du féminin sacré, hein, de la terre-mère, de la Pachamama, comme on dit par chez toi. Hein. C'est ça qui t'anime, c'est auto-guérissez-vous, c'est possible, pour Oui, partie au ce qui m'a toujours animé, c'est de pouvoir donner des clés, des outils moins. aux personnes qui sont sur un chemin de guérison et que ces personnes ne soient pas dépendantes des guérisseurs, parce que c'est Mm, souvent. Et puis et aussi prennent ses responsabilités. À partir du moment où on rentre sur un chemin et qu'on veut se soigner, qu'on veut apprendre qui on est, on doit aussi, il doit y avoir cette notion d'auto-responsabilité, mm, responsabilisation et d'autodiscipline aussi dans la démarche. Et l'oracle est vraiment un outil pour ça, pour que chacun puisse comprendre quels sont les archétypes qui ont besoin d'être intégrés à tel moment, et que tout est archétype dans la vie. Donc, dans ma communication avec la déesse mère, c'est vraiment ce qui est venu, ce que j'ai compris au fil du temps, en travaillant et dans mes cérémonies, en faisant des soins et dans ma vie quotidienne, que tout ce qui se manifeste à moi euh, est un archétype que je dois réintégrer, que je dois comprendre et avec lequel je dois jouer. mm. Donc, Alors, chacun. je suis très touchée, tu sais, de cet échange parce que moi, j'ai reçu l'oracle de la déesse mère dès qu'il est sorti début 2022, alors que j'étais à l'hôpital et au moment où mon propre livre est sorti. Et j'étais tellement touchée de le lire parce que c'est pas qu'un oracle, il y a aussi un livret avec des textes magnifiques de c'est quoi la vie, c'est quoi les mystères de la vie, pourquoi les ombres. Et cet appel hein, de transmuter nos ombres pour le respect du féminin, pour le respect de Gaïa, de la Pachamama. Et il y a aussi chez moi, alors moi j'en ai 22, tu vois, des archétypes. Donc j'étais très touchée de ce chemin parallèle avec cette sensation, même si je le pressentais déjà, qu'on avait un lien de sororité très fort toutes les deux. Donc je suis toujours très touchée quand j'ai ces échanges avec toi, que ce soit maintenant ou dans les Atanors, ou quand on se voit pour des cérémonies chamaniques au Costa Rica. Est-ce que tu as une petite idée, tu sais, dans cette émission Destin alchimique, l'idée c'est de voir quel est le lien entre notre destinée, notre valeur ajoutée au monde, ce qui nous anime, hein, ce qu'on a envie de partager aux autres, et les épreuves qu'on a quand même traversées, voire des blessures archétypales des choses qu'on a vécues dans notre enfance ou qu'on a pu vivre, qu'on vit dans notre enfance parce que ça correspond à des mémoires transgénérationnelles. Pourquoi pas aussi des karmas, parce qu'on a ça aussi en nous. À ton avis, d'où te vient ce besoin, alors je reprends les mots, hein, d'aller chercher des gens qui sont, ou d'être auprès des personnes qui sont en décalage, qui sont à la marge, d'œuvrer avec de la magie, cet instinct sacrificiel, et puis de faire en sorte que les gens ne soient pas dépendants de quelque chose.
j'ai pris ces 4 mots-clés-là parce qu'ils m'ont marqué. À ton avis, d'où ça vient? Tu sais, dans la tradition alchimique que je déploie, bien souvent, on va à l'opposé de nos blessures, de nos épreuves, où on transmute dans la version positive ce qu'on a pu vivre comme douleur, hein, la version lumineuse de l'archétype. Donc, est-ce que tu as une idée d'où ça vient? Je suppose que oui, parce que tu as beaucoup travaillé sur tes ombres, alors je me doute que oui. On en a parlé, donc je le sais, mais c'est pour partager aux autres. Oui, oui, merci. Bon, bah, oui, moi j'ai une vie pendant très longtemps de lutte quand même. J'ai pas du tout eu une enfance facile. J'ai grandi dans une famille sicilienne très stéréotypée, un père dominateur, une mère soumise. Donc déjà de grandir en voyant ma mère qui n'avait aucune autonomie, euh, qui devait demander le moindre... tout ce qu'elle devait faire, elle devait demander la permission à mon père. Et puis moi étant la fille dans la famille, bien sûr, euh, à devoir suivre aussi ce schéma-là. Hein, c'est pas pareil pour les garçons du tout. Donc, et puis beaucoup de violence de la part de mon père, pas physique, mais en tout cas, je dirais émotionnelle, psychologique, quelqu'un de très en colère. Donc ça a été extrêmement violent. J'ai été forcée à faire du sport dès mon plus jeune âge, alors que j'avais pas du tout envie de faire ça. Je voulais faire du chant, de la danse, de la musique, et j'étais obligée de faire j'étais forcée de faire des choses que je ne voulais pas faire. Ce Donc sont des choses ça, de discipline, ça a hein, éveillé symboliquement. la rebelle en moi. C'est juste, Mm. je disais, mais vivement que je sois adulte, j'en pouvais plus. C'était l'enfer total. Et puis, j'étais très médium aussi, déjà, assez tôt. Je voyais des choses, je ne pouvais pas en parler. Donc, ça a été très, très difficile. Et donc, ma façon de me rebeller à moi, quand j'ai commencé à être un petit peu plus âgée, ado, tout ça, c'était eh ben, me mettre à fumer très tôt. Et puis, aller un peu du côté des drogues Les pour... gens marginaux. voilà. Ça, je vais être d'un milieu très, très modeste aussi. Donc, j'ai vraiment grandi aussi avec des gens, on va dire, très marginaux, que ce soit des gitans dans mon village, des, on va dire vraiment d'un milieu très prolétaire. Donc ça aussi, c'était un vrai cadeau pour moi euh, de pouvoir être avec les gens d'être né dans ces gens du peuple, quoi, hein, les petites gens, comme on dit, hein, pas très éduqués, mes parents n'étaient pas très éduqués, bien que je dois reconnaître à mon père qu'il vraiment, il voulait que ses enfants soient éduqués et qu'il a vraiment fait cet effort de faire en sorte qu'on puisse avoir une éducation et faire des études, tout ça. Hein. C'est ce qui était le seul pratiquement dans ma famille, dans notre grande famille sicilienne, à faire ça. Donc ça, au moins, il a un côté très discipline et il y a eu des choses positives grâce à ça. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire des études. J'ai voyagé aux États-Unis un an quand j'avais 18 ans dans un programme d'échange, ce qui a été vraiment incroyable pour moi. Donc, mais quand même, j'avais envie explorer la fange, on va dire. Je suis vraiment allée assez loin dans la destruction de soi, on va Les dire. Hein. ombres. On cherche, hein, c'est voilà les ombres et puis aussi une forme de suicide. Hein, on Mm. recherche la destruction comme ça. Et puis bon, jusqu'à un moment où il y a toujours eu des choses qui étaient toujours, j'ai toujours senti des protections, j'ai toujours senti que j'avais quelque chose à faire hein, dans cette vie, qu'il y avait quelque chose. Dès toute petite, je faisais des rêves, je savais que j'allais parcourir le monde. Euh, il y avait quelque chose de magique. J'ai toujours senti ça. Et j'ai été protégée, puis j'aurais pu mourir je ne sais pas combien de fois. Hein, entre être monter en voiture avec des gens complètement sous dans les routes d'Auvergne où j'ai grandi. Combien de fois je suis passée à côté de la catastrophe. Donc, et c'est ce qui me touche aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi toucher des personnes qui étaient comme moi, qui sont comme moi à cette époque. Euh, qui n'ont pas vraiment de visibilité par rapport à leur futur et qui sont maintenus dans un genre de bardeau, j'appelle ça une fréquence vibratoire qui est liée à au conditionnement familial ou social. Et de leur dire, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez vous en Mhm. sortir.
y a aucun problème. Donc Mmh. c'est vrai que les addictions me touchent beaucoup, une famille où il y a beaucoup de problèmes d'addiction. Moi-même, donc j'ai plongé là-dedans pendant un petit moment et j'ai réussi à m'en sortir. Et la grande révélation pour moi, c'était la découverte de l'ayahuasca et de comprendre que l'état altéré de conscience peut être quelque chose qui te guérit et pas quelque chose qui te détruit, quoi. Oui, tu as vécu dans ton adolescence, dans ton enfance et même enfin, par rapport à ce que tu as vécu dans tes ancêtres et tes parents et tout ça, des addictions, dans la version ombre, ou plutôt des substances psychotropes dans la version ombre, même si c'est des addictions. Et aujourd'hui, tu utilises ces pseudo endogènes qui mettent dans un état modifié de conscience dans la version lumière, évidemment. Tout à fait. Là, ça change tout. Et bon, bah, c'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde, hein. On voit bien comment ces plantes sont considérées dans beaucoup de pays toujours, hein. Pas comprise. Comprises. Et puis, je pense pas que ce soit pour tout le monde non plus. Hmm. Attention, hein, c'est pas. Parce que maintenant, il y a une mode aussi avec les plantes et tout le monde veut faire les plantes. Et je pense que vraiment, c'est pas pour tout le monde. Ça demande aussi quand même Ça peut d'avoir. détruire. Ouais, ça peut détruire si on n'est pas prêt. Ouais. Et avec qui on le fait aussi, c'est très important. Donc, voilà, c'est un peu les oubliés. Moi, mon truc, c'est les oubliés. Que ce soit quand je pars à la recherche des ancêtres, des traumatismes ancestraux chez les personnes donc, qui viennent me voir, qui viennent faire des cérémonies ou des soins individuels avec moi. L'idée, c'est toujours d'aller chercher les mémoires, les traumatismes des ancêtres qui se sont répétés de génération en génération jusqu'à créer des problématiques dans la vie présente. Donc, c'est voyager dans le passé. Même si dans le monde chamanique, il n'y a pas de passé, présent et futur, tout est instantané, on va dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces pauvres âmes qui ont été complètement oubliées dans le parcours transgénérationnel et qui sont là en souffrance depuis des siècles parfois, ou voire plus, et les libérer. Hmm. Et libérer l'ancêtre nous libère nous. Donc, que ce soit dans... Voilà, j'aime ça, moi. J'aime... ce qui m'anime aussi, c'est ça. Vraiment aller m'occuper de ceux dont personne ne veut s'occuper. Hmm. C'est intéressant cette notion de ce besoin de t'occuper des oubliés, et ces oubliés qui sont possiblement en marge de la société ou qui se sentent à la marge de ce que la société aujourd'hui propose comme modèle, et qui est un modèle très masculin. Alors que toi, tu sais, quand tu as fait ce sport de haut niveau, à haute dose, dans l'action, dans la vitesse, dans la performance, à tout prix, finalement, ce qui a été oublié, c'est les dimensions féminines, hein, la danse, des choses de filles. Ton père, en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il faisait de toi, hein, comme si tu étais un garçon, hein, le sport de haut niveau à haute dose. Je dis pas que c'est pas pour les filles, mais dans la symbolique, on est dans une énergie masculine. Et donc, cette énergie féminine est oubliée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches à faire? Hein, c'est à Complètement. réhabiliter ces valeurs-là du féminin qu'on peut aussi trouver dans le monde de l'invisible, qui correspondent à des énergies féminines, hein, ce qui est dans l'obscurité, c'est-à-dire qui n'est pas encore visible. C'est du registre du féminin. Tu l'avais perçu, ça, ce qui a été oublié, aller chercher aussi ce qui est oublié chez les personnes, leurs fibres profondes. Hein. Complètement. Puis j'étais vraiment un garçon manqué, ça c'est sûr, hein. Hmm. On appelle un garçon manqué. Ouais, Et j'ai mis du temps avant de trouver ma féminité. ouais, donc c'est souvent cette dimension-là qui est oubliée, tu vois, au-delà des personnes qui peuvent être des oubliés. La notion d'oubli, c'est on va chercher ce qui a été oublié, c'est-à-dire cette force sacrée féminine qui est en nous et qui est masquée par des dogmes, des codes dont on est dépendant. Si je reprends, hein, les mots-clés de ce que j'ai noté de toi, est-ce que tu vois d'autres choses de lien de cause à effet? Parce que là, on a la version noble de ce qui met dans un état altéré de conscience, on a les oubliés. Euh, Qu'est-ce que tu vois d'autre qui aurait pu être vraiment une transmutation de tes propres ombres en lumière que tu aurais envie de partager? Et
Pour moi, c'est la violence, vraiment. La violence que j'ai pu vivre à plein d'endroits et la force, je vois, enfin, beaucoup d'enfants sont abusés, en fait, hein. Je vois que même des Mm. personnes qui n'ont pas été abusées sexuellement ou quoi, ou frappées, on est abusé de toute façon en permanence par un monde qui est complètement, qui est d'une grande violence. La violence est partout autour de nous. Et, et cette force de l'enfant intérieur qui tient le coup, on ne sait pas comment on Mm. peut tenir le coup et survivre en fait, hein, cet instinct de survie qu'on peut avoir. Et donc, pour moi, je crois que c'est ça, c'est vraiment mon enfant intérieur qui, à un moment donné, enfin, a gardé le cap, puisque c'est le monde, la magie, c'est le monde de l'enfance aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais cessé de croire aux licornes, Au fait. et je communiquais avec elle quand j'étais petite, et je savais que c'était vrai qu'on va et j'ai Mm. continué grandi, j'ai jamais, douté, de l'existence des fées et je continue aujourd'hui à Mm. communiquer avec les fées et les elfes et je pense qu'on a tous ça en nous. Mais Mm. on a peur de se connecter à ça pour pas Bah, passer bien pour sûr, c'est ça qui est oublié, en fait, hein. C'est cette dimension de l'enfant intérieur dans la symbolique est yin, puisque c'est le cœur, c'est l'émerveillement, c'est ce qui n'est pas forcément rationnel ou cartésien, mais c'est la joie de l'enfant. Dans la symbolique, tu sais, comme disait Antonella Verdiani, que tu connais, bien sûr. qui est son thème. Ce que j'entends, c'est vraiment que cet enfant, justement, il a été violenté de plein de manières hein, dans ton enfance. Tu parlais de lutte même tout à l'heure. Et ce que je perçois, parce que j'ai fait un grand nombre de cérémonies chamaniques avec toi, avec beaucoup de joie, et une des raisons pour lesquelles c'est pas fait pour tout le monde, c'est que ce que j'appelle la polarité positive de la violence, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais des cérémonies chamaniques, c'était une vraie guerrière. Donc, il y a cette énergie du combat, hein, il y a cette énergie de la lutte, il y a cette énergie de la violence, bien sûr, pour la bonne cause. Mais tu sais, et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné chez toi et que j'admire infiniment, c'est ta capacité à affronter des choses extrêmement violentes pour mieux les transmuter. Mais parce que tu as l'expertise de la violence, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et pour le faire, il a fallu que dès ton enfance, tu aies déjà été confronté à la violence, comme si, tu vois, ça te donnait une familiarisation avec ça, qui te donne comme une légitimité à aller t'attaquer à des choses qui sont de l'ordre de la violence. Hein, je pense que tu l'avais déjà perçu, ça, ce lien-là. Complètement et d'apprendre, la lutte. La lutte en effet, d'avoir dû batailler, et pas que pendant Toute la l'enfance, nuit. c'est tout plein d'épreuves et non-stop. Je me suis retrouvée SDF à un moment, enfin j'ai eu quand même, vécu des choses assez intenses, avoir à tout perdre, enfin vraiment, sur le plan financier aussi donc Et de la santé aussi. la santé, j'ai des problèmes de santé, j'ai été attaquée, j'ai la colonne vertébrale cassée, donc bon, c'est et on dit ça, on dit qu'on devient chaman comme ça, hein, ouais, dans des traditions ancestrales, tu deviens chaman après, soit parce qu'un loup ou un ours t'a mangé la moitié du bras, ou c'est toujours quelque chose d'extrêmement violent qui réveille le chaman. Ouais, C'est la survie, c'est d'un coup ouais. cet instinct de survie qui fait que on est, parce qu'on est toujours en mode alerte, hein, enfin quand Violent. on est C'est dans les violent. cérémonies, puis là, ça demande une certaine endurance, donc c'est sûr que ça demande une pratique, une Mm, ascèse, on va dire quotidienne, pour pouvoir faire des cérémonies qui durent parfois 10 heures mm. d'affilée. Et, Donc, tu as été préparé très jeune à affronter la violence de ces ombres, on va dire transpersonnelles ou individuelles hein, pour les personnes, même s'il y a beaucoup de transpersonnel hein, dans les cérémonies chamaniques, des archétypes justement qui sont communs, des ombres qui sont communes. Mais c'est ce que je vois, hein, toi, ça a vraiment été préparé à cette capacité de lutter parce que tu as cette endurance hein, et cette mémoire hein, qu'on lutte et on s'attaque à ce qui est violent. Donc, il a fallu pour ça que tu sois confronté dès ton enfance, comme si ton âme avait voulu ça pour te préparer à cette mission-là, hein, d'être confronté aux ombres pour mieux les transmuter en lumière, évidemment, et à la guérison. et avec le sourire, hein,
Parce que ça, ce qui est magnifique dans ce corps, parce que quand on subit la violence, quand on est plus jeune, enfant ou quoi, c'est une très grande souffrance. Et arriver à transmuter, de pouvoir euh, batailler dans les ombres, parce que tout est parfait. Je veux dire, ombre et lumière, tout a un sens. C'est pas qu'il y a du mauvais ou du bon, mais il y a quand même des énergies. Il y a de la résistance à transmuter. Donc la bataille, c'est vraiment pas de négociation possible. Ah non, on va transmuter. C'est ce que j'adore. Ce que les Tibétains disent, par exemple, c'est bah, nous, quand on voit des démons, qu'est-ce qu'on fait? On chante. On chante parce que au bout d'un moment, ça les fait danser et ils oublient qu'ils sont des démons. Et c'est vraiment exactement la même chose dans la tradition de l'ayahuasca, dans les traditions chamaniques. On, on informe l'ombre qu'elle est lumière. Donc Mm. effectivement, on est dans la bataille, on est dans le combat, mais cette bataille, c'est vraiment, je lâche rien en fait. Oui, et puis c'est un peu Négociation. une danse en fait. C'est pas tellement comme dans Star Wars, même s'il y a des, des liens très symboliques avec Star Wars dans les cérémonies chamaniques, mais Oui. c'est pas un affrontement en fait. C'est plus une danse où l'ombre, elle est là et on l'accueille et on la transforme. Et l'énergie de Siba avec les cristaux, c'est plus une transmutation en fait. Et moi, je l'ai ressenti plein de fois quand j'ai fait des cérémonies avec toi. C'est pas un combat. C'est d'abord j'accueille l'ombre. Et puis, on la, avec tes doigtés, avec la musique, parce que les sons sont hyper importants, la musique est extrêmement importante, eh ben, elle se transforme. Et il y a un moment où ça bascule. Et j'ai vraiment ressenti cette bascule-là à plusieurs reprises, où il y a la violence de l'ombre, mais qu'on accueille, qu'on ose, auquel on faire face, à laquelle on ose faire face, en l'accueillant sans, sans y résister. Et c'est souvent là que la bascule se fait. Il y a vraiment cette bascule d'ombre à la lumière. Et une reprogrammation Oui. aussi, parce que tout ça, ce sont des conditionnements, des schémas qui sont imprimés en nous depuis parfois des siècles et des siècles, de tous ces conditionnements-là. Et, et là, le corps et même le cerveau, peut se reprogrammer. Ok, ah ok. Et d'un coup, je change de perspective, parce qu'il y a un changement de perspective. Mm. qui Et Ouais. c'est pour ça que l'oracle, c'est vraiment ça aussi. C'est la partie vraiment pour que chacun puisse faire son travail de transmutation, sa petite cuisine de transmutation, qui est aussi en plus un outil qu'on peut utiliser pour faire des soins à d'autres personnes, exactement comme Siba, qui est un système qui offre aussi protection quand on veut aider les autres avec et quand on est guérisseur. Donc ça s'adresse beaucoup enfin, aux guérisseurs, aussi aux personnes qui sont déjà dans une pratique et qui peuvent avoir l'oracle comme vraiment pilier, hein, énergie protectrice et qui ouvre des portails. Parce que c'est ça l'idée aussi, c'est vraiment d'aller ouvrir des portails. Et tu parlais de transpersonnel, on part de l'individuel et on va vers le transpersonnel. On a Mm. toujours besoin, et Gaïa travaille comme ça, elle a toujours besoin de nous, ces enfants, de nos corps, de nos mémoires, de nos ancêtres, pour nous amener à Mm. traiter des traumas qui sont les Mm. siennes. Ouais. Alors, tu parlais du corps tout à l'heure. Quand tu étais ado, tu étais obligé de malmener ton corps pour du sport de haut niveau. Dans la symbolique, tu sais aussi bien que moi, sinon mieux, que le corps, ben, c'est notre Gaïa personnel, c'est notre temple intérieur, et c'est là que tout est. Et puis, toi, c'est une performance physique que tu fais. Moi, c'est pour ça que je suis aussi en admiration, c'est-à-dire que il y a une endurance. Donc, dès ton plus jeune âge, tu as été aussi marqué sur l'importance du corps et de l'endurance du corps et d'aller chercher les ressources clés dans le corps, et en l'occurrence des ressources clés oubliées qui sont les fantômes de nos passés, de ces mémoires transgénérationnelles qu'on porte en nous, les grandes oubliées, là. Et tu as une phrase que je trouve magnifique, que j'ai utilisée en citation une fois, c'est « Nous sommes à la fois un temple sacré et une maison hantée ». Et c'est ça qu'on va aller nettoyer, ces ombres-là oubliées pour faire le ménage dans la maison aussi, parce que c'est notre terre intérieure, notre temple sacré. Je crois que c'est quelque chose qui tient à cœur. C'est le féminin sacré, le corps. Complètement, et c'est vraiment l'idée au fait de pouvoir réaliser aussi que certaines de nos réactions, nos dépressions, notre façon d'aborder la vie, en fait, sont pas les nôtres, sont celles de ces fantômes.
On est hanté par ses ancêtres en souffrance Mm. et qui disent ah, je veux aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et ici, on les entend pas, mais la plupart du temps, ou alors ça peut être même une pathologie physique à un moment donné, si on ne les entend vraiment pas, ça va se matérialiser, se cristalliser dans le corps. Mais C'est dans le réel. c'est moi et en même temps c'est pas moi. C'est en moi et c'est pas moi. Donc ça aussi, Ouais. ça donne, c'est une clé énorme aussi de détachement. De se dire, ok, bon, parce qu'on me dit, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je pique des colères comme ça, pourquoi j'ai réagi, ou pourquoi je suis triste dès qu'on me dit ça. Et puis là, ça apporte de la culpabilité. Donc là, c'est non, 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 pas de Mm. culpabilité chez Gaïa. Ça, c'est non. C'est Mm. C'est aussi ça, l'opposé de cette la dépendance. Mm. responsabilité, responsabilisation, la culpabilité. Mm. Donc, et c'est vrai que, et si on dit, ok, je vais nettoyer, on nettoie des maisons hantées, j'en ai nettoyé plein des maisons hantées. Et parfois même, je réalisais que la maison était hantée par la personne qui habitait la maison, par ses propres fantômes. Donc ça, c'était intéressant et j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, ah, mais en fait, c'est vraiment nous qui sommes hantés plus que tout le reste. Donc, allons libérer ces fantômes qui n'attendent que ça, même s'ils ne le savent pas. Des fois, non, 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 je veux pas être libéré. Alors on leur parle si tu veux être libéré, tu le sais pas, mais tu vas être libéré. Donc, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Hein, c'est quand même toujours l'amour qui transmute au final. Mm. Et c'est vrai que ces fantômes-là, ben, une fois qu'on les a libérés, deviennent des alliés puissants, deviennent des êtres de lumière. Et on sent des regains d'énergie, et plus on transmute, et plus on devient fort, et Mm. plus on a l'esprit clair, et plus on devient maître de son destin. Mm. Ouais, les ombres ne sont pas là par hasard, d'autant que notre âme les a possiblement choisies pour aller rechercher quelque chose d'une singularité qui correspond justement à notre vérité intérieure. Hein. On n'est pas tous des nettoyeurs, des transmutateurs, mais disons que chacun, théoriquement, a un travail personnel à faire pour ceux qui souhaitent le faire, puisqu'on a ce libre arbitre. Hein. Mais j'entends aussi que cette question de la dépendance, c'est aussi on est dépendant de ces conditionnements. Et le but du jeu, c'est de justement se détacher, s'autonomiser pour être vraiment libre en transmutant ces ondes. Ça veut dire qu'il faut aller les regarder en face, sans les Et on combattre revient à l'addiction, et les parce qu'on fuir. on est attaché à nos Voilà, ombres. Hein. C'est une voilà. zone de confort. Même parfois, je vois bien, on transmute les ombres, après on est un peu, on doit faire le deuil. On a été tellement habitués à ces ombres. Ouais, elles sont où mes ombres? J'ai perdu Exactement. mes ombres. C'est ce que Freud appelait la drôle de jouissance, tu sais. On a une espèce de plaisir inconscient, hein, souvent. Hein. Et moi, j'aime bien dire, on préfère une zone connue, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt que d'aller dans une zone inconnue, qui est souvent la lumière, mais parce que ça fait peur. Et l'inconscient, bon, préfère avoir mal que peur, hein, dans un premier temps. Et donc l'idée, c'est aussi de regarder ses peurs et se dire, alors, moi, je vais préférer avoir peur que mal, mais la peur, elle est saine parce qu'elle va à un inconnu qui est lumineux. Complètement. Hmm. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment l'image des écuries d'Augias, d'Hercule. Vraiment, les nettoyer. Hein, le chaman, il va vraiment dans ces zones-là où on n'est pas là, pure lumière, sur un piédestal, maître spirituel, complètement pur. Non, non, c'est vraiment, on y va avec les mains, on y va avec la tête, on y va avec le corps, et on plonge dans les égouts de l'âme, et on n'a pas peur, et on nettoie tout ça, hein, vraiment, tout le Ouais. pur. Et toi, tu le fais avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, et c'est vraiment, vraiment admirable. Même si, tu sais, une fois, et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde, le chamanisme, mais une ou deux fois, je me suis dit, mais pourquoi je viens là? C'est trop dur. Est-ce que j'ai vraiment la force d'affronter ces ombres, etc. C'est trop dur, mais pourquoi je viens là? Pourquoi je paye même pour ça? Tu vois, je suis complètement maso, ça va pas du tout. Et quand après, il y a la bascule vers la lumière et cet état de grâce inouï qui est indescriptible de ce qu'on ressent après la libération, je dis, ah ouais, ouais, je comprends mieux. Je veux bien traverser ces ombres-là pendant 4 heures pour avoir cet instant de grâce qui dure peut-être pas forcément 4 heures, mais qui est tellement puissant, qui connecte vraiment avec l'essence de l'être, que ça vaut le coup vraiment. C'est vraiment le symbole de la chenille qui parfois dure des mois et des mois, et le papillon, c'est un peu moins longtemps, mais la beauté de ce moment est tellement puissant que ça vaut vraiment le coup de traverser toutes ces ombres.
Oui, puis surtout après, une fois intégré, c'est quelque chose que tu gardes en toi, Oui, hein. ça dure. Je te parle juste de l'instant de Oui. grâce De pendant la grâce. cérémonie, qui dure en général un peu moins longtemps que la danse avec, avec les ombres, qui est parfois très, très difficile, y compris physiquement et moralement, hein, mais c'est quand même de toute beauté. Bon, on pourrait en parler encore pendant des heures. Lydia, merci de t'être prêtée à ce jeu de en quoi nos ombres, notre enfance, nos souffrances, nos traumas peuvent être le tremplin de ce qu'on apporte aujourd'hui au monde, hein, de notre destinée. Je te remercie infiniment. Est-ce que tu as envie là, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent? Ce que j'ai envie de partager, c'est que vraiment de se faire confiance, savoir foi en soi. Si on ressent qu'on est justement appelé à explorer au-delà de ce qu'on connaît, hein, au-delà du connu, il faut y aller, il faut faire le saut. Dire cette petite peur, une fois qu'elle est passée, c'est que des merveilles derrière. Et vraiment se faire confiance, développer son imagination aussi, ne pas se limiter dans l'imaginaire. L'imagination, c'est devenu quelque chose aussi de péjoratif, alors que non, c'est magnifique, l'imaginaire d'un enfant. Dès qu'on retrouve ça, on se rend compte que c'est le portail vers tous les autres mondes, parce qu'on est vraiment et beaucoup plus que dans l'univers que ce qu'on perçoit. Donc, se faire confiance et ne pas hésiter à essayer d'apprendre, à se renseigner, à s'informer et puis faire ces petits rituels au quotidien, parler aux fées, parler aux esprits. Et on se rend compte au bout d'un moment qu'on reçoit des réponses. Donc Hum, vraiment, et rien n'est jamais perdu. Ça, c'est quelque chose que je veux dire aussi pour on se sent vraiment au fond euh, vraiment déprimé ou quoi. Bon, c'est aussi notre âme qui nous amène dans ces états-là pour pouvoir rebondir. Et on est toujours capable de le faire. Il n'y a aucune épreuve dans la vie qu'on n'est pas capable de transcender. hum, hum. Et moi, je rajoute vraiment, offrez-vous l'oracle de la déesse mère, offrez-le à quelqu'un. Je trouve que c'est un beau cadeau à se faire que d'offrir des clés de libération intérieure en autonomie. C'est une pure merveille. Et je te remercie, Lydia, pour tout ton travail et pour le travail qu'on a fait ensemble, parce que je dois une partie de qui je suis aujourd'hui à ce travail qu'on a fait ensemble parce que j'ai reçu des messages pour moi sur la philosophie de la méthode alchimique, hein, que je déploie. Une bonne partie du nettoyage que j'ai fait pour moi, de la transmutation de mes ombres et des messages clés que j'ai reçus pour oser exprimer ce que j'avais comme singularité de cette transmutation du plomb en or que je déploie d'une manière différente de la tienne. Bah, voilà, c'est grâce en partie, pas que, mais en partie au chemin qu'on a fait ensemble. Et donc, je te voue une reconnaissance plus qu'éternelle, parce que c'est ce qui me met aujourd'hui, hein, toutes ces libérations, c'est ce qui me permet aujourd'hui à mon tour, à ma façon à moi, de partager d'autres des manières de transmuter aussi ces ombres en lumière, les ombres n'étant pas là pour rien, mais justement pour nous propulser vers notre lumière. Donc, si vous voulez y contribuer, avec l'oracle de Lydia. Moi, je vous invite à vous offrir ce cadeau. C'est une bonne période en ce moment pour l'envisager. Moi, il est sur ma table de chevet et c'est un talisman. Et Voilà. merci. C'est les éditions Vega, donc chez Guy et Daniel. Voilà. Courez-y. Il y a les mentions du site de Lydia là, hein, sous la vidéo avec comment on peut se procurer cet oracle. Lydia, Merci beaucoup à namasté. toi, Charlotte. Vraiment, merci de Namasté. cœur aussi. Tu es quelqu'un de tellement important dans ma vie et ça me fait vraiment plaisir. Ces échanges sont magnifiques. Merci de me recevoir dans les destins alchimiques. Un grand plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres types de transmutation, euh, suivez-nous sur la chaîne Les Athanor. Je le mettrai, il est sous la vidéo aussi, hein, voilà. Où vous aurez d'autres partages thématiques hein, de comment on transmute des ombres en lumière avec voilà, quelques petites astuces toutes simples. On partage à notre tour les lumières qu'on a cueillies sur notre chemin. Il y a
voilà, plusieurs dizaines d'années, on va dire. C'est à notre tour de partager, même si on a encore des transmutations à opérer dans ce monde en pleine métamorphose. Lydia, je te dis à tout bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt à tous. Au revoir et belles transmutations alchimiques. Au revoir.